passer à la prochaine présentatrice qui est Erica Curley, qui est infirmière dans le programme des troubles de la coagulation à l'hôpital pour femmes et enfants de Colombie-Britannique. Elle va nous parler de problèmes de transition, donc des enfants aux adultes dans leur cheminement avec les soins. Alors, la parole est à vous, Erica. Merci beaucoup pour cette gentille présentation. Ce que vous voyez ici, c'est une photo. Si vous êtes déjà venu à Vancouver, c'est un pont à Vancouver qui est l'un des ponts qui est entre notre hôpital pédiatrique et l'hôpital pour adultes, qui est l'hôpital Saint-Paul. Donc, je donne une très, très belle carte à nos patients en transition et sur cette carte, il y a la photo de ce pont de l'hôpital pour enfants à l'hôpital pour adultes. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais tout de suite plonger dans ma présentation. Les objectifs. Tout d'abord, examiner l'impact d'emicizumab et d'autres thérapies de coagulation sur le type de soins. Donc, patients qui souffrent de formes graves et modérées. Donc, le type de soins reçus dans nos cliniques à mesure que les profils changent. Et ensuite, je vais discuter de l'impact d'emicizumab et d'autres produits de coagulation innovants pour la transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Encore une fois, on va parler de notre premier objectif avec les niveaux accrus de facteur 8 et facteur 9 parce qu'on a beaucoup de produits avec demi-vie prolongée comparé à ce qu'on avait auparavant. Donc, les patients ont des niveaux plus élevés de facteurs 8 et 9 aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu beaucoup de diminution de perfusion pour les patients facteur 9. C'est une fois semaine, des fois 2 fois semaine. Pour ceux qui utilisent différents produits, il y a eu une diminution du fardeau des soins importante du côté de la pédiatrie parce que le gros fardeau, ce sont les perfusions intraveineuses et la diminution a été phénoménale pour bon nombre de patients. Et cela permet aux enfants de participer à toutes sortes d'activités, des excursions de jour. Donc, surtout autour de Vancouver, les patients font plus de sport, de la randonnée, du ski, de la planche à neige. Donc, la gamme des activités a augmenté, l'intensité des activités a augmenté et il y a moins de saignements. Il y a eu pas mal d'impacts, même à court terme, qu'on a commencé à constater dans nos cliniques. Et pour les soins en hémophilie, eh bien, on voit que beaucoup de choses ont changé même en très peu de temps. Je fais beaucoup moins d'éducation par rapport aux intraveineuses. Bien souvent, au début de la prophylaxie, les enfants devaient subir leur perfusion en clinique. C'est beaucoup moins fréquent. On devait donner beaucoup d'heures d'enseignement, de soutien, passer du temps au téléphone, communiquer avec d'autres centres. Et ça n'a pas complètement disparu, mais on en fait beaucoup moins. On a plus de 20 enfants qui ont des qui avaient des podcasts. Maintenant, on en a 3 seulement, donc une grosse différence. On se concentre moins sur les inhibiteurs de facteur 8. Je travaille dans le domaine depuis 20 ans. Il y a beaucoup de patients dont je m'inquiétais des niveaux d'inhibiteurs chaque mois à cause de l'intolérance. La famille s'inquiétait aussi, les familles. Et maintenant, avec ces anciens patients qui ont emicizumab, est-ce que je m'inquiète des niveaux qui sont à 5, 8, 20, 50? Donc, l'intensité a changé par rapport à cela. Et ça, c'est une énorme différence. On fait moins de tests PK. Désolé, Alfonso, juste avant la COVID, et beaucoup de cliniques, surtout les infirmières en clinique, faisaient venir les gens pour ça, pour noter les valeurs PK. Il y avait beaucoup de travail autour de cela. Mais avec les nouvelles thérapies, surtout emicizumab, eh bien, on en fait beaucoup moins dans nos cliniques. Il y a moins de saignements aussi. Donc, autant au niveau des saignements graves que légers, avec plus d'activités chez nos patients. J'en ai parlé déjà. Et les patients peuvent s'adonner à différentes activités. Les gens peuvent davantage voyager à l'étranger. Ils n'ont plus besoin d'apporter autant d'équipements et de fournitures pour les longs voyages. C'est beaucoup plus facile de voyager. Vancouver, c'est une ville internationale. Il y a beaucoup de gens qui voyagent beaucoup à partir de Vancouver. Donc, je pense que nos patients peuvent mieux et plus voyager. Donc, les adolescents ont beaucoup plus de perspectives d'avenir maintenant au niveau professionnel.
moins d'angoisse, moins d'appréhension, par exemple, à participer aux activités scolaires. J'avais des patients qui n'allaient pas au camp d'été, qui n'étaient pas des camps d'été pour hémophiles. Et maintenant, ces jeunes peuvent participer à ces camps d'été qui ne sont pas pour hémophiles. Donc, il y a moins de camps d'été pour hémophiles en Colombie-Britannique parce qu'il y a moins de besoins. Bon, il y a encore des besoins dans beaucoup de communautés, mais il y a beaucoup d'autoperfusion. Planification des procédures. Il y a beaucoup moins d'insertion de Port-a-Cat, comme je l'ai dit, mais beaucoup plus de retraits. Mais les retraits de Port-a-Cat sont moins compliqués en quelque sorte parce que on a des creux beaucoup plus stables, moins d'hospitalisation et on fait plus de procédures dans la communauté, du moins à notre clinique, parce qu'on est un peu plus à l'aise à l'idée d'avoir des patients qui n'ont pas nécessairement besoin de venir à notre centre. Mais il y a plus de complexité quant à la surveillance périopératoire parce que à notre hôpital pour enfants, on doit souvent les envoyer à Saint-Paul, l'hôpital pour adultes pour certaines procédures. Donc, peut-être un peu plus complexe à cet égard. Et finalement, le quatrième impact qu'offrent ces nouvelles thérapies, impact sur les soins, et ça nous mène à notre deuxième objectif, c'est la transition. La transition, eh bien, c'est un processus planifié quand on passe d'un centre pédiatrique à un centre pour adultes. Beaucoup de cliniques s'occupent des patients tout au long de leur vie, mais il y a quand même un mouvement, par exemple, des soins pour enfants vers les soins pour adultes, même à l'intérieur d'un même centre. Malgré ces nouvelles thérapies, il faut quand même se préoccuper de cette transition. Il y a beaucoup d'articles qui indiquent que les risques augmentent pendant cette période de transition. Par exemple, il peut y avoir plus de complications, beaucoup de patients c'était très, très fort au niveau de la prophylaxie, qui peut-être réagissent moins quand ils arrivent à 18, 19, 20. Il y a aussi des détresses psychologiques, parfois parce qu'il y a beaucoup de changements dans la vie pendant cette période. Ces patients jeunes adultes font face à beaucoup de changements qui ils sont peut-être moins conformes à leur plan de traitement. Ils s'intéressent moins à leur santé parce qu'il y a des choses beaucoup plus excitantes qui se passent dans leur vie que tout ce qui a rapport avec l'hémophilie. Donc, il y a des risques qui se présentent, donc moins d'accent mis sur leur plan de traitement. Le traitement n'est pas vraiment au cœur de leurs préoccupations. Avant la pandémie, en Colombie-Britannique, on a mené un petit projet rétrospectif sur les patients qui souffrent de formes légères. Et tout cela pouvait se traduire dans cette population, c'est-à-dire ceux qui utilisent de nouvelles thérapies avec différents phénotypes. Nous avons analysé notre cohorte de patients qui avaient subi la transition donc de 2011-2014 et on a examiné les facteurs de risque pour les patients qu'on avait perdus dans le suivi, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas participé qui n'avaient pas été en clinique pour adultes après la transition. Et Dr. Son et Dr. Jackson ont travaillé là-dessus, ainsi que notre équipe. Donc, voilà d'où vient cette étude. Dans notre sous-analyse de l'hémophilie légère, nous avons réalisé qu'un tiers ont visité une clinique dans la première année de transition et 56 ont fait une visite en pédiatrie, une visite dans les 3 années suivantes la pédiatrie. On se dit parfois, on n'a pas besoin de faire de suivi, mais c'est en réalité faux. Et je pense que c'est un appel à l'action. Le docteur Song a publié une étude qui était une collection des traitements canadiens et il a parlé des éléments importants des soins de transition qui sont un rappel important pour nous. Et je pense que nous devons absolument fournir un suivi de qualité dans la première année.
après la transition. C'est possible que ça prenne aux personnes 3 mois, par exemple, pour faire la transition et c'est important, pas nécessairement de les suivre aux 3 mois, mais de vraiment offrir un service un peu plus intense dans la première année. On peut commencer quand ils ont 8, 9, 10 ans et les informer sur leur maladie et vraiment pour qu'ils sachent ce qu'elle est, ce qu'ils doivent faire et leur donner cette espèce de discours rapide qui leur explique très clairement la maladie. Il faut aussi parler aux parents parce que parfois cela peut être difficile sur Zoom, mais on doit faciliter un transfert de responsabilité graduel. Les fournisseurs à travers le Canada doivent évidemment faire face aux enjeux psychosociaux et il y a un manque de personnel, bien sûr, en santé mentale qui pourrait soutenir les patients qui en ont besoin. On doit faire le lien avec les services adultes le plus tôt possible. Dans les centres de pédiatrie, on fait aussi un résumé de votre parcours avec nous. On leur dit, voilà, voici votre dossier au complet parce qu'un jeune de 18 ans ne sait pas nécessairement ce qui lui est arrivé quand il était enfant. Et on doit aussi faire un suivi des résultats. Nous devons faire une bonne collecte de données et c'est très important. Nous devons aussi, quand nous faisons cette transition, nous devons penser à l'adhérence. On oubliera bientôt que c'est quand même difficile de faire de la sous-cutanée pour les gens et on doit se rappeler que c'est quand même assez fatigant de le faire tout le temps. On peut prendre soin de nos patients avant la transition et après la transition et dans les cohortes précoces, dans la période de transition. On doit être particulièrement attentif. On doit aussi enseigner des aptitudes d'auto-efficacité pour être certain qu'on a des systèmes pour bien soutenir les patients. Il y a aussi la connaissance sur l'hémophilie. On fait beaucoup d'enseignements auprès des parents. Et parfois, les parents n'ont pas l'occasion d'avoir, d'avoir transmis nécessairement les savoirs à leurs enfants. Et il y a bien sûr cet écart de temps entre la dernière visite en pédiatrie et la première visite adulte. On doit connecter avec la clinique adulte le plus vite possible parce qu'on doit continuer à s'approvisionner en produits. Mais avec les nouvelles thérapies, ce n'est pas toujours aussi urgent de faire des approvisionnements réguliers et cet écart pourrait s'étirer si on ne fait pas attention. On doit aussi documenter le nombre d'hospitalisations reliées à l'hémophilie ou des visites à l'urgence. On doit le savoir pour ensuite faciliter la transition des patients. Merci beaucoup.